Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. 583 acteurs du tourisme, hôtellerie et restauration viennent de boucler leur programme de renforcement de capacité. Ils ont reçu ce mardi leur parchemin de fin de formation grâce à ce programme pensé et mis en œuvre par le gouvernement du Bénin pour l'accompagnement de la Banque mondiale et redonner vie au complexe hôtelier et des pays du pays. Les détails dans un instant. Et quand il y a hôtellerie et restauration, on pense forcément fête ou événement particulier. C'est ce que nous apporte Eventens, une nouvelle plateforme désormais disponible pour la planification des événements. L'objectif pour la promotrice est de permettre à différents prestataires d'offrir leurs services à travers une plateforme unique, que ce soit pour le mariage, le baptême, les anniversaires et bien d'autres événements de tout genre. Dans ce journal, vous saurez tout sur cette nouvelle plateforme événementielle. Nous parlerons également éducation avec Plan International Bénin qui met à la disposition de l'école primaire publique de Nyondi-Série à Matéri un module de 3 salles de classe avec magasin et bureaux entièrement équipés, plus un bloc de latrines et un forage à motricité humaine. La cérémonie d'inauguration de cet ensemble d'infrastructures socio-éducatives s'est déroulée à Matéri en présence des bénéficiaires et du représentant résident de Plan International au Bénin. Et enfin, nous parlerons également dans ce journal de la situation qui prévaut actuellement à la mairie de Copargo. Le maire Ignan Souourou est pratiquement sur un siège éjectable. Que se passe-t-il réellement? Nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Stop et fin pour le programme de renforcement de capacité en tourisme, hôtellerie et restauration au profit des acteurs du secteur. 583 bénéficiaires ont reçu ce mardi leurs attestations de fin de formation. C'est en effet un programme pensé et mis en œuvre par le gouvernement du Bénin avec l'accompagnement de la Banque mondiale pour redonner vie au complexe hôtelier du pays. Teddy Goudalo pour plus de précisions. Près de 600 acteurs du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration reçoivent ici leur attestation de fin de formation. Ils sont en effet les bénéficiaires du programme de renforcement de capacité en THR initié par le gouvernement en vue de relever les défis liés à la prestation hôtelière et touristique au Bénin. À travers cette formation que nous avions reçue, nous vous garantissons une amélioration nette du niveau de nos services et prestations au sein des établissements hôteliers et touristiques. Nous allons travailler à réduire les plaintes souvent formulées par les touristes à l'endroit des établissements touristiques. Après le processus de sélection, 683 candidats ont satisfait aux exigences des critères définis et ont été convoqués pour suivre les modules de formation. Mais nous avons enregistré 611 participants. À l'arrivée sur les 611 participants, 583 ont régulièrement atteint le seuil de réussite. Les récipiendaires ont suivi plusieurs modules de formation qui vont leur permettre de hisser la destination Bénin au rang des meilleurs en Afrique de l'Ouest. C'est d'ailleurs l'ambition du gouvernement de Patrice Talon qui compte faire du tourisme un véritable levier de développement. 4 modules ont été choisis et jugés prioritaires pour le déploiement de ce programme de formation. Un premier module qui était centré sur l'hygiène et la qualité alimentaire, un second module centré, lui, sur les techniques d'accueil et de qualité de service, un troisième module axé autour de la promotion et de la commercialisation des produits touristiques, et enfin, un dernier module transversal permettant de promouvoir le patrimoine, la culture et l'histoire du Bénin. Très bientôt, nous aurons une école d'application dans les métiers du tourisme, de l'hôtellerie-restauration qui va nous permettre de continuer la formation, renforcer la formation initiale et harmoniser les curricula de formation dans le secteur. Désormais, vous faites partie intégrante de la chaîne de valeur en tant qu'acteur en contact direct avec les touristes et autres visiteurs et de ce fait, vous êtes garant de l'image de la destination. Ainsi, voudrais-je vous exhorter à plus de professionnalisme dans votre rôle d'ambassadeur de la destination pour capter et satisfaire les flux touristiques que vont drainer les nouvelles infrastructures en cours dans nos différents pôles touristiques. À l'unanimité, les acteurs des domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration souhaitent la continuité de telles séances de renforcement de capacité au profit d'autres bénéficiaires afin qu'ils se mettent eux aussi au pas.
D'une formation à une autre, elles sont nombreuses ces femmes qui viennent de faire reculer les frontières de l'ignorance en termes du numérique. C'est grâce à Women Digit Week qui a formé pendant une semaine plusieurs femmes responsables de sociétés et de start-up. C'est une initiative pour accompagner les femmes qui ont le courage de s'investir dans des projets novateurs et créateurs de richesses. Asmo Kayan-Sionbon pour les détails. Women Digital Week honore des femmes dans le domaine du numérique en leur remettant des certificats. Le couronnement d'une semaine de formation avec l'appui de partenaires comme Enabel et Pitech pour cette 3e édition. Une initiative de Christiane Hounsou, cofondatrice de Women Digital Week, qui exprime, tout comme Enabel, sa satisfaction. Notre mission à Women Digital Week est d'aider concrètement les femmes à s'approprier des outils du numérique afin de valoriser leur savoir-faire, de créer ou de développer une activité, mais également de s'informer sur les opportunités du numérique. Oui, le numérique est une opportunité à saisir pour les femmes, avec plus de 2,3 millions d'emplois à pourvoir d'ici 2030. Le projet DigiBoost est un projet d'appui au renforcement de l'écosystème de l'économie numérique, dont les principaux bénéficiaires sont les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. L'un des sous-résultats du projet concerne la consolidation de la communauté Women in Tech, et l'atteinte de ces résultats passe par le renforcement des capacités de ses membres, par l'appui des événements de référence des membres de la communauté et aussi par l'appui des partenariats stratégiques faits entre le Women in Tech et d'autres communautés sœurs à travers des événements à valeur ajoutée comme le Women Digital Week. Les participantes à la formation viennent de divers horizons, journalistes, juristes, entrepreneurs, communicantes. Elles se sont familiarisées avec les fondamentaux pour la création d'un site web et sa sécurisation, auxquels s'ajoutent les notions d'intelligence artificielle. Une formation utile à plus d'un titre. C'était une très belle expérience, c'était une semaine très enrichissante. Cela prouve que nos femmes, quel que soit notre domaine d'activité, nous avons besoin de nous familiariser avec le digital, nous familiariser davantage avec le numérique. Nous en avons besoin. Communiquer sur nos activités. On a forcément besoin d'avoir du moment pour écrire ou pour vendre nos produits sans forcément faire appel à quelqu'un dans les médias. Nous, notre mission à Epitech, au-delà de former les jeunes et les futurs leaders de la tech, c'est aussi de permettre à l'écosystème du numérique de pouvoir grandir, s'épanouir et que du coup toutes les initiatives comme ça puissent coexister. 3 raisons ont motivé Women Digital Week à organiser cette édition à l'intention des femmes. Le numérique, un domaine ouvert à la diversité où chacun peut réussir et qui permet de travailler de n'importe où, les qualités reconnues aux femmes dans le monde professionnel. Nous irons à présent au palais de la Marina pour l'audience accordée à l'honorable Éric Houndété, président du Parti Les Démocrates, seul parti politique de l'opposition représenté au Parlement 9e législature. Avec le président de la République, Patrice Talon, le désormais chef de file de l'opposition a abordé plusieurs questions d'intérêt commun. Il s'agit notamment des questions sociopolitiques et économiques. Nous allons suivre un extrait des propos livrés par l'honorable Éric Houndété au sortir de l'audience. C'est un plaisir. Plaisir, partage. Merci. Nous avons parlé des questions qui préoccupent les Béninois. Notamment, nous avons parlé des préoccupations que nous avons par rapport aux producteurs. Les producteurs qui disent un peu leur souffrance dans le pays. Il y a eu quelques solutions apportées, mais nous avons expliqué au chef de l'État qu'il faut aller plus loin. Il faut permettre aux producteurs de continuer à vivre pour produire. Il faut permettre aux producteurs de continuer à faire travailler les gens qui sont autour d'eux. Et donc, au-delà de cette question, nous avons abordé les questions liées aux libertés. Nos camarades qui sont en prison, nos frères qui sont en exil, d'autres camarades qui sont sortis de prison, mais dont la situation judiciaire
demeure floue. Nous avons dit au chef de l'État qu'il faut absolument qu'on trouve une solution à cela. Il a répondu que les services judiciaires étaient à pied d'œuvre pour faire en sorte que ces questions soient réglées. Je reste optimiste par rapport à ces questions-là. Sur les questions des gens qui sont en prison, qui sont exilés, vous savez que nous avons déposé une proposition de loi d'amnistie. Le chef de l'État nous a dit que les députés à l'Assemblée nationale s'occuperont de cette question. Nous avons aussi abordé la question relative à la nomination du chef de file de l'opposition, question qui elle-même pose un petit problème parce que la loi n'est pas bien. Il s'agira probablement de corriger la loi, mais en attendant, le chef de l'État est en disposition favorable de prendre les actes conformément à la loi qui est là pour que le chef de file de l'opposition soit nommé. Nous avons eu de longues discussions sur la question des attributs, de la liste civile, etc. Ces questions seront approfondies. Enfin, nous avons parlé aussi et surtout du code électoral, qui comporte des dispositions qui ne favorisent pas que l'opposition ait les résultats qu'il faut quand il est aux élections. Et ce sont aussi des questions qui seront abordées, qui seront traitées. Nous avons abordé d'autres questions. En tout cas, je lui ai dit que, en ma qualité de chef de file de l'opposition, tel que reconnu par la loi, il était important que je pose ces problèmes-là. Le fonctionnement des partis politiques, etc. Nous avons fait un tour d'horizon sur cette question-là. Voilà. Oui, satisfait d'abord qu'il ait accepté de mettre en œuvre cette disposition, à savoir recevoir le chef de file de l'opposition, même s'il ne l'a pas encore consacré par un acte. Mais je ne suis pas satisfait totalement de toutes les réponses que j'ai reçues. Je pense que nous avons poursuivi la discussion pour obtenir totale satisfaction. Je l'ai annoncé en début d'édition, dans la commune de Kopargo, le maire Ignace Ouourou serait sur une chaise éjectable. Le parti politique sous lequel il est élu conseiller et ensuite maire vient de lui retirer sa confiance. Ceci est suivi d'une motion de défiance déposée sur la table du préfet de la Donga. Avec nous, pour mieux comprendre les faits, Franck Ezayaouno, bonsoir. Bonsoir, Iloï Kegaba. Vous avez cherché à mieux comprendre ce qu'il en est réellement, de quoi retourne concrètement la situation. Oui, vous l'avez dit, sur une chaise éjectable, c'est peut-être trop dit. Nous allons attendre peut-être la suite des événements pour mieux apprécier. Ce qu'il faut retenir, c'est que le maire de Kopargo, c'est vrai, on peut dire qu'il est en odeur, il n'est plus trop en odeur de sainteté avec son parti, les Foscori.Bénin émergents. Vous l'avez souligné qu'il a fait élire maire. Il n'est pas le seul à ne plus bénéficier de la confiance de ce parti. Avec lui, ses deux adjoints, à savoir Zachary Wiodé, qui se trouve être le premier adjoint, et puis Ambani Imoru, le deuxième adjoint au maire. La décision qui a consacré le retrait de confiance à M. le maire et ses deux adjoints a été prise le 18 avril dernier lors de l'une des rencontres statutaires des FCBE, les Foscori.Bénin émergents. Et dans cette décision, de 2 articles seulement, Ulrich, il est difficile de retrouver les réels mobiles de ce retrait de confiance. Il a fallu que nous passions des coups de fil, que nous investiguions, que nous fassions notre petite enquête pour comprendre les tenants et aboutissants d'une telle position du parti FCBE. En réalité, selon les explications que nous ont données des responsables du parti, le maire est devenu persona non grata pour avoir eu l'audace de prendre une autre direction politique, c'est-à-dire qu'il a démissionné de son parti FCBE avec l'ensemble des conseils communaux FCBE d'antan. Donc, ayant appris l'acte posé par le maire, le parti a dépêché une délégation pour essayer de sauver un peu les meubles. Et visiblement, cette démarche semble avoir payé puisque certains conseillers qui étaient partis avec le maire sont revenus au bercail. Et du coup, le parti a eu le vent un peu en pot pour démonter ce que je peux appeler l'aventure, le plan du maire Ignace Ouourou. C'est ainsi que 9 des conseillers qui avaient soutenu le maire dans son projet de démission l'ont lâché à nouveau et réclamé sa destitution. Pour matérialiser leur volonté, eh bien, ces conseillers ont déposé sur la table du préfet de la Donga une motion de défiance, telle que vous l'avez dit tout à l'heure, pour demander
que le préfet convoque rapidement une session pour destituer le maire. D'ailleurs, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, nous avons également eu des conseillers dissidents qui nous ont beaucoup parlé, nous ont beaucoup confié. Seulement, ils n'ont pas voulu se prêter encore à nos questions. Voilà. On peut donc lire dans la lettre les griefs du collège des conseillers communaux contre le maire et ses deux adjoints. Il s'agit entre autres de ce qu'ils ont qualifié de fautes lourdes qu'ils ont pris le temps d'énumérer en 6 points. Nous allons y revenir certainement pour les prochaines éditions. Oui, certainement. C'est vrai que vous avez investigué, certainement que vous avez également pu avoir le maire qui est actuellement en position très délicate au téléphone. Que dit concrètement le maire? Alors, le maire Ignace Soworo, avec qui nous avons échangé quelques minutes au téléphone, il n'a pas voulu trop aborder le sujet. C'est compréhensible, c'est normal. Toutefois, il a fait un peu la genèse de la situation et confié que le 14 octobre 2021, il avait eu une démission collective des conseillers FCBE, leurs suppléants, pour rejoindre l'Union progressiste Le Renouveau. Ensuite, il a dit qu'à la lumière de ce qui se passe à Copago, il faillit se poser les bonnes questions. Je vous cite ces questions. Il dit « Pourquoi cette saignée au sein des forces Cori pour un Bénin émergent? Depuis un moment, après Copago, n'y a-t-il pas eu d'autres conseils qui ont connu la même crise ?» Ça, ce sont les questions que le maire a voulu que l'on se pose. Et je puis vous dire qu'il est zen, il est droit dans ses bottes et il ne semble pas être inquiété par la situation qui provoque dans sa commune. Je ne sais sur quoi le maire compte. En tout cas, les jours à venir, nous édifierons davantage sur ce qui se passe à Copago. Merci à vous, Franck Arounou. Merci pour ces précisions. Vous êtes resté beaucoup plus dans le factuel et cela nous permettra d'aborder le volet beaucoup plus expert avec l'expert en la matière, l'expert en décentralisation, Franck Kenevois, qui sera également avec nous sur ce plateau. Mais en attendant, nous devons situer nos téléspectateurs sur la position géographique exacte de Copago. C'est une commune située dans le département de la Donga, à l'ouest du Bénin, à proximité de la frontière avec le Togo. Elle est délimitée au nord par les communes de Natitengou et de Kouandé, au sud par celles de Waké, de Djougou, à l'est par la commune de Djougou et à l'ouest par la République du Togo. En voiture, il vous faut 46 minutes à Natitengou, de Natitengou à Copago. Le conseil communal dirigé par Ignace Soworo est composé de 17 conseillers, comme l'a dit Franck Isayaounou tout à l'heure, dont au terme des élections de 2020, constitué ainsi qu'il suit l'FCBE en 9 conseillers, l'UPR 1 conseiller et le Bloc républicain 7 conseillers. Nous restons toujours à Copago pour recevoir Franck Kenevois, expert en décentralisation. Franck Kenevois, bonsoir. Bonsoir. Après Franck Arounou, nous recevons Franck Kenevois. Quelle lecture faites-vous en tant que spécialiste, en tant qu'expert en décentralisation de la situation qui prévaut actuellement à Copago? Merci beaucoup. Je pense premièrement que c'est un cas d'école. Un cas d'école sur plusieurs points parce que premièrement, nous assistons à la première procédure de défiance, de destitution d'un maire depuis la 4e mandature. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que cela pose des questions de droit, des questions qui sont restées sans réponse depuis un certain nombre de mois, d'années. Parce que si vous prenez le volet interprétatif, la loi interprétative de 2020, cette loi-là crée ce qu'on appelle la majorité du moment. Alors, quel est le contenu de cette majorité-là? Le cas actuellement en cours à Copago va nous permettre quand même de comprendre ce que le législateur veut mettre dans majorité de moment. Parce que, vous voyez ici maintenant, nous avons une procédure pour destituer le maire. C'est vrai que dans la motion, les conseillers ont également évoqué un certain nombre de fautes lourdes dont les autorités avisées peuvent se saisir. Ça, c'est le premier élément. Donc, cette procédure-là intervient après la loi interprétative qui crée la notion de confiance ou non du parti. Donc, si vous avez la confiance de votre parti, il faut 3/4 des conseillers pour vous destituer. Mais si vous perdez la confiance de votre parti, c'est la majorité absolue qui suffit pour que vous soyez destitué. Et comme l'a dit mon homo tout à l'heure, le 18 avril dernier, donc il y a quelques jours seulement, les FCBE, le parti FCBE,
à retirer sa confiance au maire et aux deux adjoints. Au premier adjoint, au deuxième adjoint. Deuxième adjoint. Donc, ça veut dire qu'avec une séance où la majorité, moitié plus 1, ou le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des conseillers suffirait pour les destituer. Oui. Mais ce n'est pas seulement... si vous regardez, vous voyez qu'il y a connivence, comme il l'a dit indirectement, implicitement dans son développement. C'est comme si c'est le parti FCBE qui a suscité la destitution. Mais il y a un autre problème de droit qui se pose derrière ça. Parce que, comme je l'ai dit, l'article 194, je crois, nouveau du Code électoral, dit que pour désigner le nouveau maire, il faut tenir compte de la majorité du moment. Ouais. Alors, c'est quoi la majorité du moment? Est-ce que ça veut dire que les démissions qui sont intervenues, parce qu'on n'a pas un décret d'application qui explique ce qu'est la majorité du moment. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, en l'état, on sait que Ignace Ouourou n'est plus, en fait, est devenu persona non grata pour son parti. Et l'autre aspect, on parle de faute grave. Quelles peuvent être les issues de cette crise au sein du Conseil communal de Copargo actuellement? Il y a une seule procédure qui est en cours aujourd'hui. C'est la procédure pour destitution. Il n'y a pas de procédure pour faute lourde engagée contre le maire de Copargo parce que les conseillers n'ont pas qualité pour déclencher une procédure pour faute lourde contre le maire ou contre ses adjoints. Donc, cette procédure-là, ça veut dire que le préfet va étudier le dossier avant le code de l'administration territoriale. On avait, disons, un décret qui organisait un moment de conciliation entre les deux. Je ne sais pas ce que le préfet va faire, mais le préfet peut ne pas convoquer la session. C'est possible. Alors, si le préfet ne convoque pas la session, que va-t-il se passer? Ça, c'est la question que nous allons nous poser parce que là, la situation est encore en instance. C'est vraiment un cas d'école. Et le deuxième élément, c'est véritablement la majorité du moment. Est-ce que cette procédure va dessaisir les FCBE qui sont sortis des urnes avec la majorité des conseillers? Tout dépend de ce que nous mettons dans la majorité du moment que la loi interprétative a introduit dans notre droit en matière de désignation ou d'élection d'un nouveau maire. Merci à vous, Franck Keneva. De toute façon, nous suivons de très près ce dossier et certainement que vous serez encore avec nous sur ce plateau lorsque nous allons connaître une amélioration ou une avancée dans ce dossier. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous allons parler à présent de Eventens. C'est le nom d'une nouvelle plateforme désormais disponible pour la planification d'événements. L'objectif pour la promotrice Ola Diolasson est de permettre à différents prestataires d'offrir leurs services à travers une plateforme unique, Eventens. Elle prend en compte tous les événements comme le mariage, le baptême, les anniversaires et bien d'autres. Je vous invite à suivre les détails sur la plateforme Eventens avec la promotrice Ola Diolasson. Eventens.com, c'est une plateforme mondiale de planification d'événements, ce qui rend la rencontre des planificateurs et des gens qui veulent, les prestataires de services, des événements simples. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que prestataire de services, vous devenez membre de Eventens.com. C'est simple. Vous cliquez là-dessus, Join Eventens Vendor. Vous appliquez, vous rentrez là-dessus et vous êtes membre. Là, il vous crée une page web. Vous n'avez pas besoin d'aller payer pour créer votre propre site. Eventens.com, vous créez votre propre page web où vous pouvez postuler tout ce que vous faites comme service. Alors, les gens qui veulent organiser des événements viennent sur la plateforme, regardent ce qu'ils ont besoin et ils peuvent sélectionner parmi des centaines de membres, de vendeurs des événements. Alors, vous, en tant que prestataire de services, vous recevez des alertes directes dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vos services et vous commencez par négocier. Dès que vous êtes prêt, vous êtes rentré en business. Le but ici, c'est d'utiliser cette plateforme-là
pour gérer votre business, pour avoir d'exposition à tous les gens qui veulent faire des événements sans quitter votre bureau, sans quitter votre maison, sans connaître une tante qui va vous relier à quelqu'un. So, eventings.com. Vous allez sur eventings.com et vous allez voir tout ce que vous avez besoin pour faire votre affaire. Et les gens qui veulent organiser des événements aussi vont voir tous les prestataires de services d'événements qu'ils ont besoin pour organiser leurs fêtes, leurs mariages, leurs cérémonies de funérailles, quoi. Toutes sortes d'événements. Tous ces événements. Maintenant, si dans l'événement, vous voulez donner des cadeaux, il y a d'autres plateformes que vous pouvez lier de là pour dire je vais acheter un cadeau pour les mariés, je vais acheter un cadeau pour les gens qui sont en train de faire des événements. Ça aussi, cette plateforme-là vous permet de le faire. Mais cette plateforme, c'est pour les événements, les prestataires de services et les gens qui organisent les événements. Que ce soit hôtel, que ce soit les gens qui font des maquillages, que ce soit les gens qui vendent des pailles, que ce soit les gens qui vendent des bijoux, que ce soit les gens qui préparent des nourritures, tout de bout à bout, ce que vous avez besoin pour faire votre événement, vous le trouvez sur eventings.com. Je répète, eventings.com. Eventings.com. EVENTINZ.com. Et vous êtes là. Faites vite, allez vous joindre à eventing.com pour commencer votre affaire dès maintenant. N'attendez pas et multipliez votre revenu. Dès que vous aimez, là, vous pouvez devenir membre officiel. Mais pour le moment, ça ne vous coûte rien pour 3 mois pour essayer eventings.com. Essayez-le gratuitement maintenant avant que c'est trop tard. Parlons éducation à présent avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui s'attelle à corriger les dysfonctionnements observés sur la plateforme du réseau béninois d'éducation et de recherche. C'est dans cette dynamique qu'une délégation ministérielle était ce mercredi à l'université de Parakou pour recueillir les plaintes du monde universitaire. La séance d'échange a connu la présence des étudiants, des enseignants et des membres de l'administration. Jacques Degbé. Nous sommes là pour lever un coin de voile sur les dysfonctionnements constatés sur la plateforme du réseau béninois d'éducation et de recherche. C'est le bien fondé de cette visite d'une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En clair, il s'agit de répondre aux cris de cœur du monde universitaire grâce à la CIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique. On a installé et dit sur les ondes que le système Herbert est présent sur toutes les universités et que ça nous permettrait de faire les recherches. Mais force est de constater que quelque temps après le départ des autorités, nous sommes tombés en dysfonctionnement. Donc, c'est heureux que vous soyez là pour nous aider nos étudiants à comprendre leurs difficultés. Pour rappel, le réseau Herbert a pour objectif d'apporter les outils numériques nécessaires afin de stimuler l'innovation, aussi bien dans le rang des étudiants que des enseignants. 10 sites bénéficient de la première phase de ce projet qui vise à long terme à interconnecter les 22 centres universitaires du Bénin. Nous avons observé effectivement qu'il y a quelques difficultés qui ont été rencontrées et notamment la difficulté la plus plausible, c'est la non-maîtrise du processus pour se connecter au réseau Herbert. Le réseau, l'infrastructure en elle-même n'est pas défaillante. Elle est opérationnelle tant que l'énergie électrique est présente sur les sites, parce que ça également c'est un autre facteur que nous allons voir qui cause énormément de difficultés et qui crée des dommages également aux équipements qui sont installés. Une fois ce problème-là également sera résolu, c'est qu'on pourrait effectivement avoir une disponibilité du réseau. Dans le rang des bénéficiaires, c'est une satisfaction qui se dégage. Ils saluent l'initiative qui désormais leur permettra non seulement de faire facilement des recherches, mais aussi de poursuivre les cours en s'adaptant aux nouvelles technologies. Je pense que ce réseau est vraiment un réseau qui est très important pour les étudiants ainsi que nos enseignants. Avec ce réseau, nous pouvons nous connecter plus facilement à l'Internet
Lorsque tu es étudiant et que tu as besoin des cours en ligne envoyés, les cours envoyés par les docteurs pour télécharger en classe, c'est vraiment difficile. Et la plateforme sera d'une grande utilité pour nous étudiants. Parce que d'abord, c'est une connexion gratuite. La délégation ministérielle est repartie satisfaite de cette séance dans l'espoir que les dysfonctionnements notifiés soient corrigés. On était dans une période de test. Éducation toujours, Plan International Bénin met à la disposition de l'école primaire publique de Nyondisséry à Matéri un module de 3 salles de classe avec magasin et bureau entièrement équipés, plus un bloc de latrines et un forage à motricité humaine. La cérémonie d'inauguration de cet ensemble d'infrastructures socio-éducatives s'est déroulée en fin de semaine écoulée à Matéri en présence des bénéficiaires et du représentant résident du Plan International au Bénin. Reportage. Un module de 3 salles de classe avec un bureau et magasin entièrement équipés, plus un bloc de latrines VIP à 4 cabines et une pompe à motricité humaine, c'est cet ensemble d'infrastructures socio-éducatives de type moderne que Plan International Bénin met à la disposition de l'EPP Nyondisséry à Matéri sur fonds propres. Un geste qui vient au point nommé pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des différents acteurs de cet établissement scolaire, tout en élevant leur pourcentage de réussite scolaire. Monsieur le maire, qui vous souvienne que le mardi 13 décembre 2022, je promettais revenir inaugurer les infrastructures socio-éducatives réalisées sur financement propre de Plan International ici à Matéri. Et ma présence ainsi que celle de mes collègues aujourd'hui, mercredi 19 avril, sur la cour du complexe scolaire de Nyondisséry, a essentiellement pour but d'honorer cette promesse et de réaffirmer notre engagement à poursuivre l'éducation inclusive et de qualité et notre soutien aux 1534 enfants parrainés, à leurs familles, à leur communauté de Matéri en cette période de difficultés sécuritaires. Avec ce chef-d'œuvre architectural, fini les peines liées aux intempéries auxquelles étaient exposés les différents bénéficiaires. Monsieur le représentant résident du Plan International Bénin, devant cette surprise grandeur nature, je me trouve simplement absorbé et sans mots. Par cet acte de générosité à l'endroit de cette école qui accueille 226 enfants parrainés, dont 196 filles, Plan International Bénin entend ainsi créer des conditions favorables à l'apprentissage tout en réaffirmant son engagement à poursuivre l'éducation inclusive de qualité. Un challenge salué à juste titre par les autorités locales. La construction de ce module vient régler un sérieux problème de manque d'infrastructures scolaires au complexe scolaire Nyondisséry, où les apprenants et leurs enseignants de groupe A subissaient des intempéries de la nature. C'est pourquoi je vous dis une fois encore merci. Madame le préfet me charge de dire aux représentants résidents de Plan International et tous les cadres qui l'accompagnent, merci infiniment. À quelques kilomètres de Nyondisséry, nous voici à l'EPP Meroun, une école qui accueille les enfants réfugiés burkinabés ici également. Plan International Bénin marque son territoire avec un forage d'eau pour desservir aussi bien apprenants que population riveraine. Nous allons à présent parler du 8e anniversaire de la paroisse Nouvelle-Jérusalem. Les fidèles chrétiens de cette église des chérubins et séraphins se sont retrouvés à Kpakpa, à Cotonou, pour ensemble magnifier l'éternel Dieu souverain qui leur donne une fois encore la grâce de vivre cette fête annuelle. Un culte d'action de grâce placé sous le sceau de la reconversion est célébré pour la circonstance pour amener les fidèles à se préparer pour une vie terrestre épanouie dans la crainte de Dieu. Retour sur les temps forts de l'événement. Ambiance festive, ce dimanche matin à 10h, sous les bâches qui ont accueilli les fidèles chrétiens de la paroisse Nouvelle-Jérusalem de l'église des chérubins et séraphins d'Akpakpa-Akpondéo. C'est pour remercier le Seigneur pour ses nombreux bienfaits qu'un culte d'action de grâce a été célébré à l'occasion du 8e anniversaire de la paroisse. Lors de la prédication,
Le pasteur a mis l'accent sur l'importance d'une bonne conduite lors du passage terrestre. Jésus nous demande, lorsque le Fils de l'homme reviendra, concerne le dernier jour, dit viens faire le compte rendu de tes séjours sur la terre. Si tu mets à 0 ans, Dieu n'a pas perdu. À 30 ans, Dieu n'a pas perdu. Apprêtez-vous pour le retour de l'Éternel. C'est sous ce thème que la célébration de ce 8e anniversaire a réuni des fidèles venus des paroisses de Parakou, de Basila, de Sakété, d'Ifani, du Nigeria, mais également de la Grande-Bretagne. Un thème dont le sens appelle à la réflexion selon les explications du prophète Marc Oluwadamiolong. La particularité de notre fête, le thème c'est « Apprêtons-nous pour le retour du Seigneur ». Peu importe notre religion, nous devons savoir que nous avons un temps à faire sur cette terre et que chacun de nous devons nous apprêter pour le retour du Seigneur. Moi, je suis chérubin séraphin. Toi, tu peux être catholique, tu peux être céleste. Apprête-toi seulement pour le retour du Seigneur. Une célébration ponctuée également par la sortie de l'arche de l'Éternel. Un événement qui rappelle l'alliance de Dieu avec son peuple en général, mais également pour signifier sa présence aux côtés du berger à la tête du troupeau. L'arche de l'Éternel, je dis, c'est une alliance entre Dieu et souvent ses prophètes. C'est juste un symbole pour dire « je suis avec toi ». Et c'est justement sous la conduite attentive du prophète que l'arche de l'Éternel a été présentée à travers chants, danses, louanges et adorations. De bout en bout, cette célébration aura été marquée par des moments de recueillement, mais aussi des prières pour invoquer la paix pour tout le Bénin et des bénédictions pour tous les fidèles qui ont assisté à cette messe. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.